Kwekwe Kasano, Kwekwe Kakana. Bonjour à tous, encore moi. Je m'excuse, mais bon. On m'a demandé de vous parler comment persévérer pour réaliser ses rêves, une chose que j'ai fait toute ma vie et que j'essaie de transmettre à d'autres personnes. Puis avant de parler de ma conférence, en fait, là, je vais vous parler de ce que je porte actuellement. C'est un veston avec des motifs inuits qui m'a été donné par une de mes tantes en 94. Quand j'ai fini ma chirurgie, ma tante Les Chapettes m'a dit, écoute, mon neveu, je te donne ce veston-là pour que quand tu vas parler devant un public, que tu sois fier d'être autochtone, tu vas porter ce veston-là. Elle m'a dit en Innu, vous dites moi imin, en termes de ce c'est tu dis, je peux être le même tanné ou dit. Donc c'est donc d'être fier. Et ce matin, quand j'ai porté mon veston, j'ai trouvé une petite photo de ma tante parce qu'elle est décédée au mois de décembre. Elle allait avoir 100 ans. Ma tante, Les Chapettes, est morte quelques semaines avant d'avoir 100 ans. Puis c'est avec une grande fierté que je porte ce manteau-là à chaque fois lors de conférences. Ça me lie à ma culture, ça me lie à ma famille. Donc, c'est Nishkmoten, Ndos Les Chapettes, qui a dit Tamashquin. Merci, ma tante Les Chapettes. Je sais que tu m'écoutes, les Washkut Outsindadundos, tu m'écoutes du ciel et je suis sûr que tu es très fier de voir ton neveu porter ton manteau. Donc, je vais vous parler, moi, de mon histoire de persévérance, du rêve de Innu Mishkanu, le chemin qui m'a mené jusqu'à 6000 km, de Pomoun Mishkanu, notre organisation qui vous a invité aujourd'hui. Quelques constats personnels de réflexion que j'ai faits au cours du chemin, parce que j'ai marché beaucoup, et quand tu marches beaucoup, tu réfléchis beaucoup. Période de questions par la suite. Donc, passer directement à mon histoire. Bien, hier, vous avez déjà entendu parler un peu de mon histoire. Moi, je suis un Innu de Pessamit. La part des gens savent c'est où, mais Pessamit, c'est ici. Donc, 4 heures de Wendake, 4 heures de Québec. Et ça, c'est une photo aérienne de Pessamit. On voit le fleuve Saint-Laurent en avant. Ça, c'est la rivière Pessamit qui s'en va vers le territoire. Moi, c'est mon village où j'ai grandi toute ma vie. Mais quand j'étais jeune, il y avait juste 4 rues. Il y avait cette rue-là, la top, et la rue Hachini, et la rue Pichetot. Des cimetières, il y en avait un ici, puis on a construit un autre cimetière ici parce que la population a grandi. Moi, je suis pas né à Pessamit. Et j'aurais bien aimé que je sois né à Pessamit. Ma mère, quand elle était jeune, était une fille mère. Donc, en 65, c'est l'année de ma naissance, c'était interdit aux femmes qui n'étaient pas mariées d'accoucher dans un hôpital. C'était des femmes impures, donc il fallait qu'elles accouchent dans une crèche. Et la crèche, c'était pas comme Jésus. Là. Il n'y avait pas des ânes, puis il n'y avait pas de rois mages, surtout pas des rois mages. Il y avait juste des sœurs qui prenaient les enfants et qui les donnaient d'adoption. C'était pas cool de naître dans une crèche. Et qu'une femme autochtone impure donne naissance à un enfant, mais cet enfant-là devait être donné en adoption pour sauver son âme. Parce que c'était une sauvagesse qui était impure. Donc, cet enfant-là, il fallait qu'il soit adopté par une famille québécoise, canadienne, française, catholique pour sauver son âme. Mon grand-père, quand il a su que j'allais donner en adoption, mon grand-père, c'est le grand bonhomme qui est là à côté. Il s'appelait Xavier Volant, et Cabiel Volant, son nom, avec ma grand-mère Mariana Picard, dont son grand-père venait de Wendake. Puis mon grand-père, c'est un chasseur. Il n'a jamais été à l'école, mais il était à l'école une demi-journée dans sa vie. Donc, il n'a pas trop persévéré. Ma grand-mère était 10 fois plus éduquée, elle a été une semaine à l'école. Puis ma grand-mère s'appelait Mariana Picard, était capable, après une semaine d'école, d'écrire son nom, Mariana Picard. C'était tout mal écrit, là, mais... Puis mon grand-père, une demi-journée d'école, une chance qu'il s'appelait Xavier, il pouvait faire un X. C'est la première lettre de son prénom. Donc, mon grand-père, pour moi, c'était une personne très intelligente. C'était une personne que je trouvais très intelligente
Et quand il a su, j'allais te donner une adoption, il est allé à la compagnie de la Baie du Son, le magasin général de la communauté, puis il a demandé de l'argent d'avance pour sa prochaine année de chasse. Puis le gérant de la Baie du Son savait que c'était un bon chasseur qui allait ramener suffisamment de peaux, puis qui a même ramené encore plus. Fait qu'il a donné de l'argent, puis il a pris l'avion. Ça lui a permis de prendre un billet d'avion de Bécomo jusqu'à Québec, puis il est venu me chercher. J'avais 4 jours de vie. J'étais vraiment un tout petit bébé, là. Je pesais 4 livres. Puis, habituellement, les enfants de 4 livres dans une crèche, il y avait quasiment 50% de chances que je meure. C'était pas les meilleurs soins qu'on donnait dans une crèche. Il y a un haut taux de mortalité dans les crèches à l'époque. Fait que mon grand-père m'a sauvé la vie, il est venu me chercher. Puis j'ai grandi avec mes grands-parents, avec Namochum puis Norum. C'est une photo de Namochum sur le territoire, sur la rivière Pessamit. Donc moi, j'ai grandi sur la rivière Pessamit. Photo de Nagawi, qui s'appelait Kamleshkus, Clarisse Kamleshkus Volant. En fait, quand je dis aux gens, connaissez-vous Clarisse Volant, ils ne savent pas c'est qui, mais quand je leur dis Kamleshkus, ben là, les gens, ah oui, Kamleshkus a été au pensionnat Sept-Îles, elle a été au pensionnat aussi à Masteriache, à Pointe-Bleue. Photo de moi quand j'étais jeune. Donc, moi, j'ai passé mon enfance de façon assez traditionnelle parce que c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Ils m'ont élevé sur le territoire. Donc, on chassait l'hiver, on pêchait le saumon l'été aux Aromèques, donc, on était des pêcheurs de saumon. Tantôt, c'est pour ça que j'ai mangé du saumon. C'est comme une bête sacrée pour moi, une animal sacré, le saumon. Puis, on habitait dans des tentes tout l'été, l'hiver. Donc, pour moi, c'était les plus belles années de ma vie. Le titane, peut-être théâtre, tebazam stawiana, mohoma, nogum, ou tebazmonoy, wasudot, natero, donc, je me rappelle de l'histoire de mes grands-parents qui racontaient leur vie, qui racontaient la vie de leurs parents, de leurs grands-parents, les mythes. Je me rappelle encore des souvenirs. Je me rappelle l'odeur du sapinage qui couvrait le plancher de la tente. Je me rappelle cette odeur-là. Je me rappelle encore du bruit de la rivière Pessamit, le ruissellement de la rivière, pendant que mon grand-père me racontait des histoires. Puis le vent dans les feuilles, tu sais, ça me rappelle ça. Et l'odeur du poêle à bois, là, puis un petit poêle à bois en aluminium, le craquement du feu là, dans le feu, puis des fois, j'entendais au moho des hiboux crier au loin ou encore des loups. Fait que c'était, pour moi, c'est comme, ce qu'il me racontait, c'est comme une histoire multidimensionnelle. Ça me rappelle des sensations d'odeur, de bruit. Fait que pour moi, c'est les plus belles années de ma vie. Où j'étais libre, on était libre, on n'était pas obligé de faire quoi que ce soit. Donc, la rivière Pessamit, pour moi, c'est mon enfance, c'est l'essence même de qui je suis. Pessamio Hibo, Namasti, je peux dire. Donc, j'étais par la suite à l'école de Pessamit. Moi, je vous en ai parlé hier, l'école, pour moi, c'était un peu un lieu étranger où je me sentais pas très bien respecté. On disait de ne pas parler en sauvage dans l'école. Puis mes modèles, ça a été mes grands-parents. Mon grand-père, qui était pour moi un grand modèle de courage, de droiture. Il était fort, il était résilient. En Innu, on dit... je me rappelle, j'ai un trou de mémoire, je vous le dirai tantôt. Là, des fois, quand je vieillis, j'ai des trous de mémoire. Je pense que je commence à être un Alzheimer. Donc, Hipeneo, ça, on a... en Innu, c'est quelqu'un qui est fort physiquement, mentalement, qui est résilient. Donc, mon grand-père, il avait toutes ces qualités-là, puis il me disait, toi, mon fils, il faut que tu sois comme ça aussi. Puis mon grand-père, quand j'étais jeune, tu sais, la rivière Pessamit, ça a été la première rivière qui a été bouchée par Hydro-Québec en 1955. Ils ont bouché la rivière Pessamit, ils ont bâti 2 barrages sans... je ne sais pas s'il y a eu des négociations, mais on n'a pas une maudite scène de négociation encore. Ensuite, ils ont bouché la rivière Manicouagan, la rivière Outarde, qui étaient des rivières de ma communauté. Donc, il a inondé une grande partie du territoire Innu de Pessamit. Et ça fait 60 ans qu'on est en négociation avec Hydro-Québec. Mon grand-père, je me rappelle quand j'étais jeune, je disais Mohom, tu as qu'est-ce que tu as eu en rechange de l'inondation de notre territoire puis de nos cimetières? Il dit, ils m'ont donné une boîte de 30-30.
une boîte de munitions 30-30, parce qu'il y avait une carabine 30-30. Puis là, j'avais 7-8 ans, je disais « Wow, quel beau cadeau! Mon chum, t'es chanceux! » Puis je me rappelle encore, mon grand-père, il baissait les yeux. Mais à 7-8 ans, je comprenais pas le message. Aujourd'hui, je le comprends. Quand il baissait ses yeux, il voulait dire « J'ai honte, mon fils. Mais ouais, j'ai honte. J'aurais dû prendre mon fusil puis leur tirer dessus et pas laisser mon territoire se laisser inonder comme ça. » Puis il m'a dit « Toi, mon fils, tu vas aller à l'université. » Ça me citait puis moi, je voulais devenir un chasseur comme lui. Il dit « Tu serais un super bon chasseur, mais je veux t'aller à l'école parce que je veux que tu t'apprennes leur langue, leur écriture, leurs lois, leurs sciences, pour, en retour, tu puisses défendre notre communauté, comme d'autres jeunes devraient le faire aussi, parce que sinon, on va se faire avoir, comme moi, je me suis fait avoir. » Mon autre modèle, c'était ma mère. Ma mère, Kamlishkus, elle était au pensionnat, elle a été abusée sexuellement au pensionnat, elle a été abusée dans ma communauté. Elle a subi beaucoup de choses négatives, ça l'a traîné toute sa vie. Puis, elle aurait voulu, c'est une femme très, très brillante, ma mère, puis elle était très érudite, elle lisait beaucoup, beaucoup de livres. Puis, quand je suis né, d'ailleurs, elle a acheté des encyclopédies, des livres sur le monde, sur la géographie, puis elle a acheté un frigidaire à mes grands-parents. Parce qu'il n'y avait pas de frigidaire à l'époque. Puis, une anecdote que ma mère me disait, c'est que mon grand-père, quand il a eu le frigidaire, il a pris une page du catalogue Sears, là, avec une photo du frigidaire, puis il est allé à la baie du Son, puis il est allé voir la commis. Elle a dit « Moi, je veux tout avoir, qu'est-ce que c'est la photo? » Parce qu'il ne savait pas quoi mettre dans un frigidaire. C'est pour ça que quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi que mon grand-père mettait du sel puis le poivre dans le frigidaire. Il n'avait aucune idée. Puis il fallait que ça remplisse, il fallait que ce soit aussi plein que dans la photo. Puis il y avait plein d'affaires par rapport dans le frigidaire. Et ma grand-mère, ma mère était aussi, elle m'a dit, moi j'aurais voulu aller à l'université, mais ce n'était pas permis à l'époque pour les Autochtones. Les années 50, 60, il y avait la loi sur les Indiens, l'article sur l'émancipation, donc il fallait renier nos origines. On n'avait pas le droit de revenir dans nos communautés après. Fait que ma mère a été... Puis les sœurs qui l'ont éduquée ont dit, si tu vas à l'université, tu vas apprendre des mauvaises choses, tu vas devenir une mauvaise fille. Bon, fait qu'elle n'a pas été à l'université, mais elle m'a dit, toi, mon fils, tu as cette chance-là. Je veux t'aller à l'université. Mon grand-père qui me dit, va à l'école aussi. Puis quand j'avais 5 ans, j'étais à l'école à Pessamit, à maternelle. Puis je me rappelle, un jour, on était tous assis par terre en indien, parce qu'on est des Indiens, évidemment, là, puis autochtones, Première Nation, on va dire, mais entre nous, même si je ne viens pas des Indes, on était des Indiens, puis des petits Indiens. Puis là, notre prof, c'était la sœur de Max Gros-Louis, je ne me rappelle plus, je pense que ça s'appelait Christiane. Puis elle a invité son frère, Max, qui était de passage dans la région, parce que Max a été l'instigateur de l'Union des chefs du Québec, l'ancêtre de l'Assemblée permanente nation, avec le chef de l'île, puis il y avait 2-3 chefs là, qui ont fondé cette association-là, pour que les Autochtones puissent parler d'une seule voix. Fait que Max est venu à mon village. Je me rappelle, ce bonhomme-là, il était grand, il mesure 6 pieds 2, mais là, il a peut-être rapetissé un peu, parce qu'il commence à vieillir, Max. Puis 240 livres, un gros bonhomme. Puis il rentre, mais moi, j'avais 5 ans, fait que pour moi, c'est un géant qui rentre dans la porte, avec son manteau de cuir, avec des franges, puis ses cheveux attachés en arrière, avec une grosse voix, puis il dit « Hey, les enfants, c'est important d'aller à l'école, puis d'avoir votre diplôme, puis d'aller peut-être au collège, puis à l'université, puis revenir chez vous pour aider vos frères, vos sœurs. » Moi, je me rappelle, j'étais un petit cul, là, je regardais, je disais « Wow, ça m'impressionne, je vais faire comme lui, je vais devenir comme lui. » Pas gros comme lui, là, parce qu'il avait une grosse bédaine, Max. Puis là, il a maigri un peu, Max, il fait dans sa santé. Mais à l'époque, c'était impressionnant. Fait que Max, j'avais 5 ans, puis je me rappelle encore qu'est-ce qu'il m'a dit. Pour moi, ça a été vraiment marquant. Puis il y avait un autre chef de ma communauté, Max, Léonard Paul. Il était très jeune, il venait d'avoir 24-25 ans. Puis il est devenu chef de ma communauté. Puis pour nous, ça a été comme un exemple que même si on est jeune, on est capable d'être un leader. Puis pour moi, ça a été mes modèles quand j'étais jeune. Quand j'ai fait mes études au secondaire, primaire, ça m'a toujours suivi. Hier, je vous ai parlé de Wishana, là, donc même Sandro vous a parlé de Wishana tantôt. Pour moi, ça a été ma grand-mère, c'était sa façon pour moi d'aller à l'école. Elle me menaçait de prendre ça à chaque fois. Je voulais pas aller à l'école. Elle dit, t'es malade, je vais donner du Wishana. Et là, je vais parler maintenant de comment est venu le chemin de nous.
Il n'y a pas beaucoup de photos parce que c'est surtout, je vais parler de mon cœur. Donc, moi, j'ai été donc à l'école. Hier, je vous ai raconté ma rencontre avec Philippe, là, le gars de Pessamit, qui m'a dit que j'allais devenir médecin. Puis, j'ai décidé d'aller en médecine. Avant ça, je voulais devenir ingénieur pour inonder les territoires des Blancs. Puis, finalement, j'aurais peut-être dû le faire les deux aussi. Puis, donc, j'ai décidé d'aller en médecine. J'ai perdu connaissance une couple de fois. En 94, j'ai terminé ma médecine. Puis j'ai commencé à travailler à Bécomo pendant plusieurs années. Puis en 94, je me suis marié aussi avec... je me suis marié juste une fois avec Marie-Ève Morisset. J'ai eu 2 enfants avec Marie-Ève. J'ai eu Sophie, qui a maintenant 23 ans, qui est une petite Chinoise. En fait, j'ai été l'adopter quand elle avait 9 mois en Chine. Puis j'ai eu Chloé, qui s'appelle Chloé Pichum Volant, Morisset Volant. Puis elle a maintenant 19 ans, puis elle va rentrer en médecine probablement l'année prochaine. Elle passe ses entrevues la semaine prochaine. Et en 2003, je me suis séparé de ma première femme. Ça a été dur, c'était pas facile. J'ai connu, peut-être pas une dépression, mais une baisse de au niveau de mon humeur, puis j'étais moins en forme. Ensuite, j'ai rencontré Julie, qui est devenue ma conjointe pendant 4 ans, et j'ai eu mon fils Xavier. Xavier, comme le nom de mon grand-père. Puis mon grand-père, lui, est décédé en 82. Puis hier, je n'ai pas parlé de mon grand-père, comment il est décédé, mais il a été tué brutalement. En 82, il est allé manger au restaurant en dehors de la réserve vers Colombier. C'était à peu près à 10 minutes, 15 minutes de chez nous, avec des amis. Puis lui, il est sorti fumer dehors, sur le bord de la route. Puis il y a quelqu'un qui l'a frappé, un blanc en état d'ébriété qui l'a frappé. Même si on retrouvait la chair de mon grand-père, le sang de mon grand-père sur la voiture, quand ils ont été en cours, il n'a jamais été condamné parce qu'il n'y avait pas de preuve qu'il était lui derrière le volant, mais personne ne l'avait vu, mais je pense que la justice était très injuste. Un Indien mort, c'était un Indien, un meilleur Indien, un problème de moins. Moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup révolté. Je me rappelle, j'avais été sur la tombe de mon grand-père, puis j'avais dit, le mot chum, au Dorsimian, la baisse au Casnoc, et Kabil, il petit. J'ai dit, en tout cas, excusez-moi, je deviens très émotif parce que j'ai trouvé ça très difficile, la mort de mon grand-père. Puis j'avais promis à mon grand-père que le premier fils que j'aurais, j'appellerais Xavier comme lui. Fait qu'en 2005, j'ai eu mon Xavier, pour peut-être un peu guérir mon traumatisme aussi d'avoir perdu quelqu'un d'aussi important. Puis en 2005, j'ai eu mon Xavier. Puis malheureusement, en 2007, ma seconde conjointe, Julie, m'a quitté. Elle est partie pour quelqu'un d'autre. Et ça m'a vraiment fessé vraiment fort, fort, fort. J'ai vraiment tombé dans une dépression. Je dormais plus, j'ai perdu du poids, j'ai perdu 30 livres en dedans d'un mois ou 2. Je mangeais plus du tout, j'avais plus faim. Je vomissais. Puis, et là, je me rappelle, au mois d'août 2007, j'étais à l'hôpital, j'étais à Ottawa, j'étais professeur à l'Université d'Ottawa, j'étais le directeur du programme autochtone, j'étais chirurgien à l'hôpital Montfort et l'hôpital général d'Ottawa. Puis j'étais sur des comités canadiens, je travaillais comme un débile. Là, je m'en allais à une conférence à Vancouver puis à Calgary, puis en venant, je savais que mon ex allait vider sa partie de la maison. Je suis revenu à la maison, puis elle était à moitié vide. Et je suis arrivé dans la chambre de mon fils, puis il n'y avait plus rien. Je me rappelle, je suis tombé par terre, puis j'ai pleuré. C'est comme si quelqu'un m'avait arraché mon cœur. Je disais, mon fils, je le verrai plus tous les jours. Ça va être difficile. Fait que là, j'ai vraiment eu mal. C'était écœurant. Puis la semaine qui a suivi, la douleur était de plus en plus intense. Et un jour, je revenais chez moi en voiture, puis j'écoutais la radio, puis c'était une chanson de Linkin Park qui jouait. Puis dans cette chanson-là, il parle de suicide, il parle que tu devrais effacer tes erreurs, puis par le sang, donc un appel au suicide. Puis je me rappelle, j'avais tellement mal partout, je pense que c'est vrai. C'est peut-être la seule façon de pouvoir régler mon problème de douleur, c'est me tuer. J'étais allé chez moi, j'ai pris mon 3006 dans le sous-sol, j'ai commencé à planifier mon geste. J'avais un BlackBerry, j'ai écrit une lettre d'adieu. Puis à mon meilleur ami qui habitait à Québec, qui s'appelle Louis,
J'ai dit, Louis, quand tu recevras la lettre, appelle la police, voici mon adresse, parce que je peux être mort, parce que je me suis tué. J'avais trop de mal. J'avais pris ma carabine, puis je savais que, moi, j'étais chirurgien, fait que je savais que quand on tire à la carabine comme ça, la plupart du temps, les gens se manquent parce que ça tourne, puis là, tu t'arraches la face, puis tu survis, puis t'es tout défiguré. Fait que j'avais trouvé un morceau de bois pour allonger ma main, pour être sûr que la balle allait me frapper en plein dans la tête, puis que j'allais mourir. Fait que j'étais vraiment dans un plan vraiment décidé. Et là, j'étais sur le point de le faire. J'avais mis mon chargeur, j'avais besoin d'une balle pour me tuer, là. Puis, fait que j'ai regardé, j'ai vu la photo de mes enfants, puis j'ai dit, me semble, il manque un paragraphe. Mes enfants ne comprendront pas pourquoi papa, il s'est enlevé la vie. Fait que j'ai écrit un autre. J'ai sorti de mon sous-sol, j'étais allé à l'extérieur, il faisait super beau. J'ai écrit un autre paragraphe où je disais à mes enfants pourquoi je voulais mourir, puis que c'était pas parce que j'étais large, parce que j'avais trop de souffrance. Puis là, là, sur le BlackBerry, il y avait deux boutons. Un bouton Save, sauver, puis l'autre bouton Send. J'étais à gauche puis à droite. Puis à la place de toucher Save, j'ai pesé Send. Fait ça envoyer le message tout à mon ami, qui lui, agent d'immeuble, fait qu'il répond vite à ses messages. Fait que je pense 15 secondes après, le téléphone a sonné. J'ai dit, si je réponds pas, il va envoyer la police tout de suite. Puis là, il faut que je retourne à mon sol, il faut que je remette encore ma balle, que je me prépare, ça va me prendre 5-10 minutes. Puis la police va arriver. Fait que là, je disais, si je fais pas ça, je voyais mon image, là, la police qui m'arrête avec les menottes, mes voisins qui me voient. Ensuite, ils m'amènent à l'hôpital psychiatrique où j'ai mes étudiants de médecine qui sont là. Puis là, j'ai dit, je peux pas faire ça. Tu sais, je vais répondre en disant, mon ami, c'est faux, c'est une joke. Fait que j'ai répondu. Puis j'ai dit à Louis, c'est une joke, c'est pas vrai. Il m'a pas cru. C'est une chance qu'il m'a pas cru. Puis il m'a parlé pendant 3 heures au téléphone. Puis on a fait un deal à la fête. À la fin, on dit que je me tuerais pas. Mais ces 3 heures-là, ça m'a permis de me calmer et d'enlever ce mood-là de vouloir mourir. C'est drôle, aujourd'hui, 12 ans, 13 ans presque après, le gars qui chantait Linkin Park, il s'est suicidé l'année passée. Puis moi, je ne me suis pas suicidé et je suis très content parce que quelle perte de temps. J'aurais pas marché mes 6000 kilomètres, je ne serais pas en train de vous parler, j'aurais pas eu ma fille, ma quatrième enfant, Kamala Schkuss, ce qui porte le nom de ma mère. Puis, et aujourd'hui, je suis content d'avoir send instead of save. Donc, send, save my life. En anglais, ça fait du sens. Le bouton envoyer m'a sauvé la vie. Et donc, aujourd'hui, c'est un message que je dis aux gens. C'est normal, tu sais, la dépression, là, il y a une chance sur 3, une chance sur 4 que quelqu'un parmi vous ici expérience la dépression. Chez Première Nation, c'est encore un peu plus haut c'est quasiment une chance sur 3. Puis, dans la nuit la plus longue, la plus froide, il y a toujours, le soleil finit toujours par se lever. Même le 21 décembre, qui est la nuit la plus longue, là, même à Shefferville, parce qu'il fait noir en maudit le 21 décembre, ou à Pouvonituk, le 21 décembre, la nuit est très, très longue. Mais le soleil finit toujours par se lever, puis les jours deviennent de plus en plus longs. Donc, il faut toujours garder cet espoir-là, que le soleil finit toujours par se lever, même dans la nuit la plus longue, la plus froide. Et la vie, c'est le plus beau des cadeaux. C'est le meilleur choix. C'est le choix le plus difficile. Parce qu'il y a des matins, tu te dis, mon Dieu que c'est tough. J'ai mal, ça va mal, mais faut que tu te donnes un coup de pied dans le derrière. Et un jour, quand tu auras marché dans le soleil, tout ira bien, tu seras content de ton choix. Moi, j'ai été très content de ce choix-là. Et souvent, les gens qui accompagnent les gens qui sont dans ce mood-là, dans cet esprit-là de dépression, ils n'ont pas besoin que tu leur dises de faire des sermons. Ils ont juste besoin d'avoir une main. Moi, à cette époque-là, j'avais juste besoin que quelqu'un me tienne la main puis qu'il m'aide à franchir la nuit. Puis une fois dans la clarté, quand on voit la lumière, là, ça va mieux. Fait que quand vous allez voir des amis qui franchissent cette noirceur-là, il faut leur dire l'espoir de marcher vers la lumière, puis un jour, la lumière va... Mais c'est pas facile, c'est un choix difficile. De toute façon, moi, je suis chirurgien, je vois la mort tous les jours. La mort va venir vous chercher. C'est sûr et certain. Nul n'est éternel. Fait que pourquoi choisir la mort?
parce qu'elle est invariable. Choisir la vie, c'est le meilleur choix. C'est le choix qui va vous rendre heureux et rendre d'autres personnes heureuses. Donc, c'est mon petit message philosophique de cette... Merci. Fait que, après cette tentative-là, mais j'étais encore déprimé. Puis là, j'avais reçu une invitation au mois d'avril cette année-là pour aller faire une conférence en Nouvelle-Zélande. Une conférence internationale. Il y avait 1000 personnes qui étaient là. Et j'étais le principal conférencier. Ma photo était partout sur les pancartes de la conférence. Et là, j'avais été voir mon médecin de famille. J'avais dit, peux-tu me faire un billet de médecin? Genre, il peut pas y aller. Fait qu'il m'a dit, en tout cas, j'ai parlé récemment, j'ai dit, écoute, je pense que tu n'as pas été très humaine, là. Tu m'as dit, Stan, tu fais des plans de mongol, des plans de... Puis tu t'as dit oui tout le temps, là, fait qu'assume-toi, puis vas-y. Là, j'ai dit, waouh, je pensais mourir, j'étais tellement faible, là. Et là, il faut faire 18 heures d'avion. J'ai fait Montréal, Los Angeles à Auckland, ensuite Auckland à Rotorua. Je me sentais tout croche. Et là, je suis arrivé dans cette ville-là qui s'appelle Rotorua. C'est le lieu-chef des Maoris. Les Maoris, c'est les Premières Nations de Nouvelle-Zélande qui vivent les mêmes problèmes que nous, le suicide, le diabète. Ils sont beaucoup de racisme, mais sont peut-être mieux. Ils sont en train de prendre un peu plus de pouvoir en Nouvelle-Zélande. Puis, c'est un endroit sacré, c'est un ancien volcan éteint, puis il y a des geysers, puis on sent l'énergie de cette terre-là. Fait que moi, j'arrive là, puis là, un de mes chums, médecin manitobain, qui s'appelle Barry Lavallée, il me voit, il me dit « Stan, you look like crap. T'as de l'air de la merde, Stan. » J'ai dit « Oui, en effet, je pile comme de la merde. » Puis il me dit « Stan, je raconte l'histoire, j'étais en dépression, puis il me dit « Stan, t'es un coureur, t'as fait 25 marathons, une centaine de demi-marathons. Va mettre tes chocolats avec tes espadrilles, puis va courir un petit peu, 10-15 minutes, une demi-heure. » J'ai dit, Barry, je suis tellement fatigué, j'ai même pas l'audace de mettre mes espadrilles, courir 5 minutes. Pour moi, c'est comme, je peux pas faire ça. Fait qu'il m'a convaincu, j'ai mis mes espadrilles, puis j'ai commencé à courir, puis j'ai couru à travers les geysers, et j'ai senti l'énergie, là, c'était vraiment incroyable. J'ai couru pendant 3h30. Puis, je sentais, à un moment donné, je courais, puis je sentais que j'étais même plus dans mon corps, je courais, j'étais comme un aigle qui courait, je me voyais. Puis je sentais plus la douleur, puis je courais comme un foutu débile, vite. Puis je sentais pas la fatigue, je sentais pas le poids, je me sentais super léger. Puis là, j'ai comme tout réorganisé ma conférence. Ma conférence demain, je vais parler de la rivière Pessamit, puis de la fierté que je suis un Pessamiouen. Puis c'était la plus belle conférence. En tout cas, les gens pleuraient. Il y avait 1000 personnes qui pleuraient devant moi, là. Puis dans cette course-là, j'ai rêvé que je marchais dans une terre lointaine, que je marchais en Espagne. Et quand je suis revenu au Canada, j'avais cette vision-là de l'Espagne. J'arrive au Canada, puis il y avait un livre à côté de mon livre, table de chevet, c'était le chemin de Compostelle. J'ouvre la télévision plus tard le soir, c'était M. Leboeuf, Marcel Leboeuf, qui parlait de son Compostelle. Là, je dis, tabarnouche, je pense que là, c'est comme le chemin me dit d'aller là. Fait que quelques mois après, j'étais à Compostelle, ici. Ça, c'est la France. Ça, c'est l'Espagne. Compostelle, c'est marcher d'ici jusqu'à Compostelle, ici, où sont les restes de Saint-Jacques, un des apôtres du Christ. Il n'est pas sûr que c'est vraiment ses restes, mais anyways. C'est un pèlerinage. Puis je me rappelle, quand je suis parti, j'avais une blonde à l'époque qui s'appelait Andréane, une anglophone d'Ottawa. Je sors avec mon gros sac à dos. J'avais 40 livres dans mon sac à dos. J'avais une tente, j'avais du stock pour, en tout cas, puis 2-3 pantalons, 2-3 souliers. En tout cas, j'étais équipé pour veiller tard, là. Puis là, ma blonde a dit, hey, je pense que c'était bien trop lourd ton sac. Moi, j'ai fait beaucoup de backpacking, puis ça ne devrait pas être plus que 16 livres. J'ai dit, écoute, chérie, là, moi, je suis un Inou. Puis je suis né avec un sac à dos sur le dos. Puis je suis un athlète, fait que 40 livres, il n'y a rien là. Puis là, je disais, je vais faire la marche qui dure absolument 37 jours, je vais la faire en 22 jours. Là, elle me disait, je pense que tu exagères un peu. Puis là, elle me dit, si tu pars avec ton 40 livres, tu vas sentir chaque once de ton sac. J'ai dit, don't worry, baby. J'ai dit, fait que là, je suis parti avec
avec mon 40 livres. Et la première journée, c'est 800 km, il fallait que je marche, là, puis la première journée, j'ai fait 42 km. Il fallait monter dans les montagnes jusqu'à 3000 pieds d'altitude. Ça a été tough. En tout cas, j'ai senti la douleur dans les hanches, dans le dos, dans les genoux, dans les chevilles. Puis là, je descendais la montagne, puis je te disais, I'm feeling every fucking ounce of it. Je sens chaque calice d'once de mon sac, là. Puis elle avait tout à fait raison. Je pensais encore à ce qu'elle m'avait dit, Andrea, puis je disais, je suis complètement fou, puis je pense de vraiment débarrasser. Mais ça m'a pris une semaine avant de me débarrasser du poids supplémentaire, tellement que j'ai porté du poids inutile. J'ai fait des infections aux pieds. J'avais comme vingtaine, trentaine d'ampoules qui étaient infectées, qui étaient noires. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui me dit, je me déchaussais, il dit « Mucho infection à la piel ». Je dis « Il n'y a pas d'infection au pied, là, c'est une inflammation. » Je suis docteur. Il dit « Mucho inflammation ». C'est « Mucho infection » qu'il me dit. C'est un espagnol. « Mucho infection ». « Mucho », ça veut dire beaucoup. « Infection », mais vous savez c'est quoi? Puis là, il regarde mon orteil noir, il dit, comme la gangrène, avec la gangrène. Je dis, non, gangrène. Je dis, mais docteur, non, gangrène. Mais je voulais pas voir qu'est-ce qui arrivait. Puis ma jambe commençait à être rouge, puis faisait super mal. Je commençais à faire de la fièvre, je filais vraiment pas bien. Puis là, j'ai dit, je pense qu'il a raison, l'Espagnol. Je suis vraiment malade. Fait que cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai dit, demain, je vais aller à l'hôpital, je vais prendre le train. Je peux pas, c'était à 80 km de l'endroit où j'étais. Ça m'aurait pris 3 jours pour y aller. J'ai dit, je pense que je vais mourir avant. Puis cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais dans je dormais comme dans une ancienne étable, là, puis il y a de l'eau qui s'infiltrait dans la place. Là, j'ai rêvé que j'étais sur une table de pique-nique couché, puis il y avait 5-6 personnes qui tenaient la tête, les bras, la jambe, puis un monsieur, un chirurgien habillé en blanc avec une scie qui me commençait à me couper la patte. Puis là, j'ai vraiment eu peur. Le lendemain, j'étais allé à l'hôpital. Puis là, quand je suis arrivé à l'hôpital, il dit « Mucho infection ». Ils ont commencé à me donner des antibiotiques, débrider mon pied, ils ont tout nettoyé. Je suis resté une semaine à l'hôpital en Espagne. Ils m'ont donné des antibiotiques par les veines, par les fesses, en piqûres, en pilules. En tout cas, j'avais tellement d'antibiotiques que quand je pissais, là, je pense que j'aurais pu tuer tous les êtres vivants sur Terre. Là. Ou on aurait pu prendre mon urine, puis ça aurait été un antibiotique. C'est prendre l'urine de jument pour faire des hormones. Moi, j'aurais pu être un antibiotique vivant. Fait que j'ai guéri de ça. Et là, les médecins disaient « No mas pellegrino, fais plus de pèlerinage, va-t-on au Canada? » Je dis « Oui, si, docteur. » Puis, mais moi, les médecins, c'est très mauvais patients. Fait que j'ai décidé de marcher encore, mais avec juste 16 livres. Puis marcher juste 20 km par jour, pas 42, 50, 60 km. Fait que le dernier soir, je passais en Espagne, c'était là, à Albergue de Las Aguedas. J'ai dormi là. Et quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve à 2 heures du matin. J'ai rêvé que je marchais avec mon sac à dos à travers le Labrador, le Québec, puis l'Ontario. Et je rencontrais des jeunes autochtones, puis je leur disais l'importance d'avoir des rêves, de jamais abandonner, d'être fiers de qui ils étaient. Puis je faisais comme des conférences comme je fais aujourd'hui. Puis dans ce rêve-là, il y avait des aînés, des gens avec des tailles blanches qui venaient me voir. C'était pas Nomochum ni Nokum, c'était d'autres Kokum puis d'autres Nomochum, puis qui me rapprenaient ma langue, ma culture, ma fierté d'être autochtone. Puis je me suis levé en pleine nuit, j'étais comme en grosse sueur. J'ai dit, pourtant, c'est pas un cauchemar, c'était super beau. C'est comme j'avais ouvert la télévision en HD en pleine nuit. Fait que je me suis relevé, j'ai dit, je vais me recoucher. Puis je me suis recouché, je me suis relevé vers 6h30, j'ai commencé à marcher. Mais le rêve était encore là. C'était comme j'avais vu la télévision en pleine nuit. Puis là, j'ai marché avec des Français vers cet endroit-là qui s'appelle la Croix de Fer. Et un des Français, d'ailleurs, c'est lui, André, c'est un pharmacien de Paris. J'ai dit, écoute, j'ai fait ce rêve-là. Il dit, je connais pas beaucoup les Autochtones, mais ce que j'en sais, c'est que vous croyez beaucoup au rêve. Puis ton rêve, c'est pas un rêve, c'est une vision. Puis tu devras marcher sur le chemin que tu as rêvé, et le chemin te donnera les réponses. J'ai dit, tabarnouche, j'ai dû fumer du pot, lui, parce que un chemin qui parle, ça se peut pas. Fait que j'ai jasé avec lui, puis je suis arrivé à cet endroit-là, un endroit très symbolique. Moi, j'ai amené une pierre de Pessamite. Puis, c'est une pierre qu'on dépose, chaque personne dépose une pierre là, et c'est un symbole, c'est le symbole du lâcher-prise. Les traumatismes de mon enfance, les traumatismes de mes parents, de ma mère, des pensionnats, mais je les laissais là.
j'ai laissé la pierre là pour me dire, je me suis libéré d'un poids inutile sur mes épaules. On dirait, j'ai un maudit gros sac, là, mais il pesait juste 16 livres, il était vide. Il était gros en maudit. Puis, fait que j'ai laissé ma peine, mes problèmes là, en Espagne. Et c'est un peu un symbole, une métaphore que dans notre vie, on entraîne des affaires, des traumatismes, pas juste de nous, de nos parents puis de nos grands-parents, mais il faut les laisser tomber. Ça ne sert à rien, on s'écrase avec ce poids-là. Il faut se libérer, il faut se pardonner, il faut pardonner aux autres. Mais avant de pardonner aux autres, il faut se pardonner nous-mêmes. Donc, c'était un symbole, une métaphore très importante. Et bon, c'était plus qu'un rêve, une vision. Je suis revenu au Canada. Et là, j'ai dit, il faut que je marche sur ce chemin-là. Là, c'était en 2008. Là, j'ai dit, je vais peut-être attendre quand je vais être quand je vais faire ma retraite de chirurgien, tu sais, à 65 ans. Genre, je vais avoir payé mes dettes parce que là, deux divorces, ça coûte cher. Ça m'a quasiment mis dans la rue. Là, il me restait plus d'argent. Puis, et finalement, j'entendais des rapports sur les jeunes de Natouachis qui sniffaient du gaz, des problématiques de suicide à travers le Canada. J'écoutais ça à la télévision, dans les journaux. J'ai dit, si j'attends, quand je vais avoir 65 ans, il y a plusieurs centaines, des milliers de jeunes autochtones que j'aurais peut-être pu convaincre de prendre le bon chemin, le chemin de la vie, qui seront déjà morts. Donc, je me suis senti comme une urgence de faire cette marche-là. Et en 2010, j'ai décidé de mettre ma marche en marche, inspirer les jeunes, valoriser les aînés, construire des ponts entre les nations, que les non-autochtones puissent apprendre de nous, puis puissent mieux nous connaître. Et j'ai présenté mon projet. Je dis, je vais partir de chez Hadid, je vais me rendre jusqu'à Ottawa. Bien, en fait, le chemin devait être plus comme ça, en droite ligne. Je l'ai présenté aux chefs des Premières Nations qui étaient réunis à cette île, à Ouachat, en septembre 2010. Puis là, les chefs Atikamekw, ils m'ont dit, « Hey, t'as oublié le Wamuntashi, Obijuan. » Il y avait des chefs Anishinaabe, « Ah, t'as oublié l'Abitibi, c'est important que tu viennes chez nous. » Il y avait des chefs Mi'kmaq aussi, « Il faut que tu viennes. » Là, j'aurais dû me la fermer. Là. Ça aurait été juste 3000 km, j'en ai fait 6000. Moi, ma grande gueule, là, puis... fait que ça a allongé un peu mon chemin. Et là, j'ai commencé à marcher. Donc, ça, c'est le début en 2010, en Natashquan. Si on prend la carte ici, Natashquan, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est ici. Et la route, en 2010, la route s'arrêtait à Natashquan, arrivée à Natashquan. Moi, je me rappelle quand j'ai pris l'avion de Montréal, pour aller à Saint-Pierre. J'ai survolé le territoire, puis, attends, je vais prendre le micro, ça va être facile. J'ai survolé le territoire en avion. J'étais à Montréal, on est arrêté à Québec, ensuite à Bécomo, et on flyait jusqu'à Havre-Saint-Pierre, ici. Et là, j'ai vu le chemin entre Ouachat, entre Bécomo, Ouachat, puis Havre-Saint-Pierre. Je regardais le chemin de l'avion, je disais, je suis complètement cinglé de marcher ça. Je voyais le chemin, ça finissait plus. J'ai dit, je pense que je suis encore malade. Il faudrait que je prenne encore des pilules ou une piqûre. J'ai dit, quand je débarquais à Havre-Saint-Pierre, un hôpital à Havre-Saint-Pierre, j'ai dit, je vais aller à l'urgence pour voir un médecin, pour qu'il me donne une piqûre ou qu'il m'attache, là, tu sais, avec une veste tu sais, comme dans les films, t'attaches les gens qui sont fous, là. Puis, et là, quand j'arrivais à Saint-Pierre, il y avait 10 personnes qui m'attendaient. Le chef de Coanjit était là, M. Pétachot, Jean-Charles. Il y avait aussi des gens de Natashquan, il y avait des gens de Mingan. Fait que là, j'ai dit, là, je peux plus reculer. Puis, ils m'ont emmené en voiture à Natashquan. Et là, à Natashquan, il y avait plein de banderoles dans le village de Natashquan. Puis, c'est marqué « Kwei, Inundrunush, Kwei Stanley, on est fiers de toi ». Et là, j'arrive à la rivière Natashquan. Là, il y avait 150, 200 personnes, des aînés, des jeunes. Il y avait des autobus qui étaient là, avec 4-5 temps de montée, avec du saumon, du caribou, du castor, la bannique, des sandwichs, name it. Là, j'ai dit, bon, je pense que là, il y a autant de fous que moi, je suis fou. Et là, j'ai commencé à marcher. La première journée, j'ai marché jusqu'à Natashquan. Je suis arrivé sur la pluie. Il faisait froid. Ça passe Côte-Nord. Il fait ça de même. Puis 2 heures après, ça devient, c'est de la pluie. Ça change vite, ça passe Côte-Nord. Puis quand je suis arrivé à Natashquan, il y avait 200 personnes qui m'attendaient sous la pluie, avec des feux d'artifice, des ballons qui montaient au ciel, puis des gens qui tiraient la carabine dans les airs. Puis là, les gens de Natashquan, ils disent « Embarque dans le camion de pompiers ». Puis là, tu vas dire « Il faut que tu dises « Kwei » à tout le monde ». Là, je prends le micro, puis là, je disais « Kwei ».
Puis, et là, les gens donnaient des colleux qui disaient « Stan, tu nous donnes un espoir, tu nous donnes un espoir à nous et à nos enfants. » Là, j'ai dit, là, je comprends pourquoi je dois faire cette marche-là. Je suis pas fou. Je pense qu'il y avait une raison. Et là, les gens ont commencé à marcher avec moi. Ça, c'était à Quanjit, à Mingan. Et les gens ont commencé à marcher avec moi. Puis les gens disaient, t'es comme Forrest Gump. Les gens marchent avec toi, puis ils sont nombreux. Et finalement, j'ai dit, mais moi, tu sais, Forrest Gump, il courait, il savait pas pourquoi. Il avait juste une peine d'amour, puis il courait. Mais moi, je sais pourquoi je marche pour mon peuple. Fait que moi, je vais dans les écoles, je vais à partir de la maternelle jusqu'au secondaire. Parce que souvent, les gens disent, ces petites personnes-là, ils se rappelleront de rien. C'est pas vrai. Moi, je me rappelle ce que Maestro Lou m'a dit. Puis peut-être un ou deux parmi ces jeunes enfants-là, il va dire, oui, je me rappelle d'un médecin inou de Pessamit, il était tout crotté, il sentait mauvais avec son sac. Puis il me disait, crois à ton rêve et abandonne jamais. Fait que c'est des filles de Quanjit. Peut-être que vous connaissez certaines personnes. Ah, t'es là? Puis, ça, c'est à Natashquan, ça, c'est Julienne. C'est une aînée de Natashquan qui est décédée l'année passée, Julienne Malek. Donc, ça, c'est l'image de marche d'hiver. Ça, c'était en allant vers Natashquan. Je venais d'arriver de la Romaine, de Weneme-Chipo. Puis là, j'avais, avec mon cousin, on avait nos traîneaux. On avait à peu près 100 livres de stock, 120 livres. On avait nos tentes, notre nourriture. Puis on a trouvé ça tough en maudit. Puis moi, mon cousin, c'est un athlète aussi. Il fait 5-6 000 km de vélo par année. C'est un policier à Pessamit, Éric Hervieux. Puis on se croyait fort, là. Puis on tirait des traîneaux de 120 livres. Puis on arrive à Weneme-Chipo. Puis là, les aînés étaient là. Puis là, les aînés, les femmes commencent à rire. Tu sais, les familles de nous commencent à rire, là. Puis là, je dis, il y avait un monsieur Malek, je dis, comment ça, les gens rient? Il dit, ton traîneau, c'est un traîneau de femmes. Nous, les hommes, c'était beaucoup plus long, puis on traînait au moins 200 livres de stock dans nos traîneaux. Puis je dis, waouh! Et là, ça m'a fait réaliser que nos ancêtres, c'était des athlètes. Je pense, Oscar, hier, il disait ça. On avait des bonnes gens, c'est pour ça qu'on est bon au hockey. Nos ancêtres, c'est des athlètes. On a ça encore dans notre sang. C'est pas juste des athlètes, c'est des gens courageux, résilients, braves. Et ces qualités-là, il faut se les réapproprier parce que on n'est pas tout seul. Tous nos ancêtres, c'est des gens qui étaient incroyables. Et ça m'a rendu encore plus fier de nos Moshum, puis de nos Gum, puis de tous les aînés autochtones. Donc, je vais vous montrer des photos de quand je faisais mes marches à Pessamit. Ensuite, ça, c'est à l'arrivée dans le territoire Atikamekw. C'est en arrivant à Obidjouan. Ça, c'était à l'automne 2011. Juste une petite anecdote. Cette année-là, j'ai marché avec un de mes amis qui s'appelle Guy Bacon. En fait, que les Atikamekw appellent Guy Vachon. Je vous expliquerai pourquoi tantôt. Puis Guy, il filait pas cette année-là. Il y avait eu des idées noires. Puis j'ai dit, écoute, Guy, marche un petit peu tous les jours avec tes sœurs, puis entraîne-toi pour marcher 16 km pour rentrer à Pessamit avec moi cet automne-là. Je l'avais vu sur la rivière des Rosées à Regnault, puis il devait marcher 16 km. Après la première journée, il dit, Stan, je vais marcher une autre journée avec toi. Il a fait un autre 20 km. Après 2 jours, il a dit, je vais marcher une 3e journée avec toi jusqu'à Forestville. Fait que là, il s'était tapé un autre 20 km. Il dit, Stan, je t'accompagne jusqu'à Tadoussac. Fait que là, il a fait 160 km. Fait que rentré à Tadoussac, je t'accompagne jusqu'à Chicoutimi. Fait que là, il a fait un autre 200 km. Fait qu'après Chicoutimi, il dit, je vais t'accompagner jusqu'à Mastoyache. Puis là, il arrive à Mastoyache, un autre 150 km. Puis là, on arrive à Mastoyache, à Roberval, en fait, avant Mastoyache. Puis il y avait un signe sur un mur. C'était marqué « À cœur vaillant, rien n'est impossible », justement, qui est écrit ici. Mais ça l'a inspiré. Il a dit « Ouais, c'est vrai. » Pas à pas. Puis moi, Guy, je donnais pas cher de sa peau. Je pensais que 16 km, il ne serait pas capable. Mais cette année-là, il s'est rendu à Obidjouan. Il a marché jusqu'à Obidjouan avec moi. Il a complété 680 km. Il aurait dû perdre du poids, mais il n'a pas perdu parce qu'il mangeait des gâteaux Vachon tout le temps. C'est pour ça que Guy Bacon est devenu Guy Vachon chez les Atikamekw. Si vous allez à Obidjouan, vous dites Guy Bacon. Ah, Guy Vachon, OK. Et ça, c'est à l'école à Mastoyache. Et ça m'étonne tout le temps
les jeunes qui, habituellement, 6, 7, 8 ans, là, sont éparpillés, puis ça court partout. Je leur parle une demi-heure de temps, puis on n'entend pas un mot, on entendrait une mouche voler. Et ça, c'est à l'arrivée à Obidjouane, Kwai Stanley. Puis, quand je suis arrivé à Obidjouane, il y avait des aigles au-dessus. Je me rappelle Christian Washish, qui était le chef, il devait accompagner. C'est un signe, Stanley. T'es pas venu. C'est un signe de bienvenue que tu es sur le chemin de tes ancêtres. Et j'avais convaincu les Atikamekw de venir marcher avec moi un nouveau projet de marcher de l'Obidjouane jusqu'à Manawan, chose qu'ils n'avaient pas faite depuis presque 100 ans. Et on est parti, 50 Atikamekw de Manawan, de Wemotaci, de Manawan, d'Obidjouane, et on a marché pendant presque 2 semaines et demie, 3 semaines sur le territoire sacré des Atikamekw. C'était incroyable, on était très nombreux, très bien accueillis. Photo d'arrivée à Wemotaci, et c'est l'arrivée à Manawan. Vous voyez tous les gens qui arrivent, qui marchent. On était une 50aine qui arrivait. C'était vraiment très beau de voir la fierté du peuple Atikamekw de reprendre possession de leur territoire, de dire « nous avons marché comme nos ancêtres ont marché ». Donc, pour moi, c'était vraiment incroyable. Et ça, c'est des paysages de la Basse-Côte-Nord. C'est en arrivant à Blanc-Sablon. Et ça, c'est une grosse pancarte pour recevoir en Newfoundland, en tout cas, le Terre-Neuve. C'est gros, mais la pancarte du Québec, là, Bienvenue au Québec est toute petite et c'est grosse. Et les Québécois, ils sont pas trop fiers de leur pays. En tout cas, les gens de Terre-Neuve, ils disent « Welcome to the big land », mais souvent ils disent « the bug land », la terre des mouches. Mais cette pancarte-là, je l'avais rêvé dans mon rêve en 2008 en Espagne. Donc, tu sais, quand le gars m'a dit le chemin te donnera les réponses, il n'était pas si fou que ça. Et ça, c'est en marchant vers chez Hadith. Il y avait cette pancarte-là. On avait fait 720 km cette année-là, en 3 semaines et demie. Puis, les gens me disent, t'es pas découragé quand tu vois ça, 538 km à pied. C'est long en sacrifice. Je dis, non, moi, je regarde pas ça. Tu sais, c'est 538, c'est 538. Mais moi, je marche au jour le jour. La prochaine heure que je vais faire. Ensuite, au premier pipi que je vais faire. Ensuite, au premier dîner. Ensuite, à la fin de la journée, j'ai complété 20-25 km. Et au bout de la semaine, j'en ai fait 140, 160. Donc, c'est vraiment de vivre au jour le jour. Vivre le moment présent. Puis Oscar, ce matin, il disait encore, faut pas que tu regardes le passé. Le passé traumatisant, c'est de la peine. Faut que tu le reconnaisses. Acknowledge the past. Faut que tu te rappelles qu'est-ce qui s'est passé. Il faut pas que tu restes accroché au passé. Tu vas déprimer. Les gens qui vivent dans le passé sont déprimés. Ils seraient même morts tout le temps, les mauvaises affaires qui sont arrivées. Et les gens qui vivent dans le demain, c'est 538 km, mais ils écrasent. Tu deviens anxieux. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer demain? Vis donc ta journée d'aujourd'hui avant de penser à demain. Fait que c'est ça, un peu, cette diapositive me rappelle, vivre le moment présent, vivre le moment le plus important. Le moment présent, c'est le moment qui est le réel. Le moment d'hier, c'est des souvenirs. Puis le moment de demain, bien, on ne sait même pas si on va arriver à demain. Donc, des marches dans le bois avec les Atikamekw encore. On est arrivé en territoire Anishinaabe. C'était à Rapid Lake, à l'entrée du territoire Anishinaabe, après Ketchikan-Zibi. J'ai marché aussi le territoire Micmac en traversant au Nouveau-Brunswick. C'était avec une photo avec mon fils quand il était encore jeune et gentil avec moi. Un adolescent, moins gentil, mais pas grave, je l'adore. Et ça, c'est une photo significative. C'est quand on est arrivé sur le site du pensionnat d'Amos. Où beaucoup d'Atikamekw et d'Anishinaabe ont été, et les Atikamekw étaient encore plus loin de leur pays, puis ont souffert beaucoup au pensionnat, comme les Anishinaabe. Et c'était un point important, puis c'était le chemin de la guérison. Le chemin de la guérison, c'est oublie ton passé, mais vis le moment présent, puis marche vers ton futur. Et donc, ça, c'est les photos. Ça, c'était avant d'arriver en allant vers Amos, vers Picogan. Et par la suite, on a traversé tout le territoire, on est arrivé en Ontario. Et là, je vais vous parler de mon bâton. Avant, j'oublie. Mon bâton des 1000 rêves, c'est le bâton qui est ici. Il y a une plume aussi, la plume d'aigle, qui est très importante. Et cette plume-là a une histoire spéciale. C'est une plume qui m'a été offerte en 2001 par un médecin du Manitoba qui s'appelait Jack Armstrong. C'est un pédiatre non autochtone, mais qui était très intéressé par la cause autochtone. Il avait même adopté une jeune crie.
Puis lui, il était pédiatre, il faisait quasiment de la pédiatrie sociale en Manitoba. Puis l'Assemblée des aînés autochtones du Manitoba lui avait offert cette plume-là, en disant, cette plume-là, c'est pour, tu es le champion de la cause de la santé autochtone, et on te la donne. Et un jour, quand tu sentiras que c'est le temps de la donner, tu la donneras à quelqu'un qui va défendre la cause de la santé des Premières Nations. Il m'a donné cette plume-là en 2001. Il était sur le point de mourir à 1 an d'un cancer de la gorge. Il m'a dit, toi aussi, tu la donneras à quelqu'un d'autre un jour pour que ton message continue, que ce message-là de continuer à croire à la santé, une meilleure santé pour une Première Nation est possible. Et le bâton, lui, c'est un bâton qui m'a été donné par un aîné de Pessamit, par un monsieur Likhan Hervieux, Alexandre Hervieux. Puis, il avait quasiment 100 ans, le monsieur. C'était un ami de mon grand-père. Il avait chassé avec. Puis, avant de mourir, il avait donné son bâton à son fils en disant, tu donneras le bâton à Stanley. Tiremila, Stanley, Ekabiel Oxé. Tu dis, donc, tu donneras ce bâton-là pour donner du courage à Stanley et donner du courage à ceux qui vont l'accompagner. Donc, j'ai reçu ce bâton-là. Quand je marchais à Kiksaakik, c'est le village avant Ravaldor, c'est un village à Anishinaabe, qui est vraiment mal. Ils sont dans le bois, puis ils n'ont pas d'électricité, il n'y a pas de ligne d'électricité qui arrive là, c'est un générateur qui est là, puis ils sont à côté d'un barrage d'Hydro-Québec. Puis c'est un territoire qui n'est pas vraiment une réserve. Ils sont installés là parce qu'ils n'ont pas voulu s'inscrire à Lac-Simon ou dans d'autres réserves. Puis ils n'ont pas d'eau courante. Fait que c'est vraiment des conditions quasiment du tiers-monde, là. Puis, mais c'est un village, le fun. Il y a beaucoup de jeunes, des gens qui veulent aller plus loin. Et les jeunes, en marchant, ils voulaient tous se chicaner pour marcher avec mon bâton. Fait que là, je voyais ce qu'ils chicanaient. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour arrêter de chicaner? Là, j'ai dit aux jeunes, arrêtez de vous chicaner, puis prenez mon bâton, puis mettez une main, puis fermez vos yeux, puis pensez aux rêves que vous voulez réaliser ou à tous les rêves, puis transmettez-les au bâton. Fait que là, je vois ces jeunes-là, ils étaient comme ça, les yeux, tu sais, comme plissés, là, de même, la tête shakeait, puis le bâton shakeait. J'ai dit, wow! C'était vraiment impressionnant, c'était puissant, c'était symbolique. Là, j'ai fait ça à toute l'école. Il y avait peut-être 150, 175 étudiants. Et là, j'arrivais à Lac-Simon, puis c'était comme quasiment 1000 étudiants que j'ai rencontrés, et ainsi de suite. Fait que depuis ce temps-là, il y a plus de 20 000 personnes qui ont mis leur rêve dans ce bâton-là. Donc, le bâton des 20 000 rêves, des 1000 rêves, c'est pour ça que mon organisation s'appelle le Chemin des rêves. Et quand je suis arrivé dans une petite réserve à Anishinaabe, au Ojibwe de l'Ontario, qui s'appelle Temagami First Nation, c'est sur une petite île sur Bear Island, il y avait une enseigne comme ça, c'était marqué « Garde tes rêves vivants, keeps your dream alive, things are possible for those who dream ». Les choses sont possibles pour ceux qui rêvent. C'est important de rêver. Puis souvent, quand on est dans des situations difficiles, on oublie de rêver parce qu'on voit juste des cauchemars. Quand tu reviens chez toi, puis tes parents sont intoxiqués, qu'il y a de la violence, c'est difficile de rêver. Mais il faut transmettre ce rêve-là. C'est possible de s'en sortir avec le temps. Fait que donc, j'ai marché, j'ai fait du canot aussi sur la rivière du Outaouais. J'ai rencontré le futur premier ministre Trudeau à l'époque. Dans ce temps-là, il pensait qu'il allait réaliser nos rêves, mais je pense qu'il était un peu stallé. Et j'ai marché de Shefferville, de Matimekouche à Kawashikamak jusqu'à Kuujjuaq avec des Atikamekw, des Naskapi et des Inuits. Ça a été, on avait choisi d'aller au mois de mars parce que la température moyenne était de moins 15. Mais cette année, en 2015, c'était l'hiver le plus froid au Québec. Il a fait en moyenne entre moins 30 et moins 50. La preuve, regardez ma face, là, après 2 semaines. J'avais des frostbites, j'étais gelé de partout. Ça a été tough, ça a été vraiment, vraiment tough. Puis au bout de 3 semaines, au bout d'1 mois, ça a pris 30 jours faire les 500 km. Mais c'est un chemin que les Naskapi faisaient souvent quand ils allaient à Fort Mackenzie, puis ils allaient jusqu'à Fort Chimo, qui est devenu Kuujjuaq. Puis il y a des gens qui faisaient le courrier de cette île, qui se rendaient jusqu'à Fort Chimo régulièrement. Mais nous autres, on avait trouvé ça tough, puis on était full équipés. Mais il y a des gens qui faisaient, il y a 50 ans, sans aucun support technique.
Ça, c'est la marche entre Kakuna puis Québec, puis Sabrina se rappellera. Sabrina, je pense que t'es où, Sabrina? T'es-tu là? Oui, t'es là, hein? Sabrina a marché, puis ça a été une belle randonnée, mais ça a été tough. On a marché 200, combien de kilomètres? 250 kilomètres en 2 semaines et demie. Mais quel beau souvenir. Et quand on est arrivé à Wendake, Sabrina, qui était super gênée, qui avait de la misère à regarder devant une personne, mais c'est elle qui était le héros du jour, la championne. Puis je suis très fier de toi, Sabrina. Puis je pense que je te vois grandir à chaque année. Puis tu es un rôle modèle pour les tiens et pour toutes les Premières Nations. Fait que c'est presque 6 000 kilomètres de complétés, 35 communautés, 30 000 personnes rencontrées, plus de 20 000 jeunes qui ont été rencontrés. Donc, c'est tous ces chemins-là que j'ai faits. Puis il y a eu plusieurs entrevues. On a créé aussi des matériels pédagogiques, dont la bande dessinée qu'on distribuait dans les écoles, et aussi un matériel pédagogique Where's Stanley? Parce que quand je marchais, je disais, il me semble que j'ai l'air de comme Charlie, là. J'ai l'air aussi stupide que lui. On va faire quelque chose sur Where's Stanley. Ça permettait aux jeunes de pouvoir penser aux rêves et aux trucs comme ça. Il y a aussi ma biographie qui a été écrite en 2013, Mon chemin Innu. Puis un documentaire sur Radio-Canada, si vous voulez le voir, 2 épisodes de 1 heure qui parlent de mes différentes randonnées et qui interviewe plusieurs personnes d'origine atikamekw aussi, Anishinaabe, puis Wendat. Donc, j'ai créé le promo de Meshkenou par la suite parce que on m'a dit de poursuivre. Comme j'ai dit hier, les gens m'ont dit, t'as oublié ma communauté, on veut te revoir. Donc, j'ai créé le chemin des 1000 rêves. Et donc, l'importance de poursuivre cette mission-là, d'aller visiter d'autres communautés. On a créé nos BNL, on est 8 personnes maintenant, on cherche d'autres personnes du conseil d'administration, bâti sur l'héritage de Numeshkenou. Donc, les objectifs, c'est d'inspirer les jeunes pour développer leur plein potentiel sur le chemin de leur rêve, parce que je ne veux pas qu'ils deviennent tous des médecins, puis on n'a pas tout le... Je pense qu'on peut devenir, juste être le rêve d'être un bon parent. Être un parent, là, c'est tough en maudit. C'est plus tough que d'être chirurgien, être un bon papa. Puis, promouvoir les saines habitudes de vie, le mieux-être holistique et le développement des environnements favorables, ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Et encourager la réconciliation entre les générations, donc entre les jeunes et les moins jeunes, et les cultures, que les Blancs les non-autochtones puissent nous mieux connaître, mieux nous aider. Donc, on fait ça par des visites d'école. Bientôt, je vais aller à Pessamit, une école de médecine. Je vais aller à Chisasibi au début juin. Une chose qui est très importante pour moi, c'est de développer des nouveaux modèles. Et c'est un appel que je fais à vous, parce que moi, je veux le donner à quelqu'un d'autre, ce bâton-là. Je ne veux pas marcher avec toute ma vie. Comme Dr. Armstrong l'a fait pour moi, j'aimerais ça que quelqu'un d'autre le prenne. Et moi, j'ai juste une personne, puis je travaille beaucoup. Je peux aller dans des écoles, mais si plusieurs d'entre vous pourraient transporter mon message et le donner, le livrer à d'autres jeunes, ce message-là va devenir encore plus important et plus de personnes vont être sensibilisées à ce message-là. Et pour moi, c'est ça que je veux faire, développer des nouveaux ambassadeurs, des gens qui vont avoir le cœur ici à bonne place là, pour faire les choses pour leur communauté. Puis je vais aussi organiser des marches dans les communautés. Ça, c'est je vais finaliser rapidement. C'est un projet qu'on a au sein du Pronom Meshkenou. On est en association avec d'autres organisations. Au lieu de faire des grandes marches, on aimerait faire des marches dans chaque communauté. À l'image un peu de la marche Pierre Lavoie. Là. En fait, Pierre, il m'a volé mon idée parce qu'il en a mis à moi. Mais lui, il a plus d'argent. Mais je suis correct. Il l'a fait pour les Blancs, mais maintenant, je vais le faire pour les Autochtones. À chaque année, dans chaque communauté, faire une marche. Ça peut être de 6-8 heures. On commence à 10 heures. Puis les gens peuvent se donner un défi de marcher 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou toutes les 6 heures. Puis de le faire dans la communauté. Moi, je l'ai fait à Pessamit puis à Ouachat. On faisait le tour, puis les gens, ils disaient « Wow, qu'est-ce que vous faites? L'année prochaine, je vais le faire avec vous autres. Je vais marcher, je vais m'entraîner. » Puis il y avait tout le temps un endroit de rassemblement où on célébrait la culture. Il y avait des chants, des gens qui chantaient. Donc, on célèbre la communauté, on célèbre la culture. On apprend aux gens à se parler,
lâcher le Facebook, puis aller vraiment rencontrer les gens, marcher ensemble, comme nos ancêtres faisaient. Ils marchaient 30 à 40 km par jour, comme Oscar disait. Je l'ai vu, je le sais. Et en même temps, dans ces marches-là, on pourrait inviter des Blancs, des non-autochtones, à venir marcher dans notre communauté pour apprendre qui on est. Moi, je me rappelle, à Bécomo, quand j'étais chirurgien, les gens me disaient « Ah, moi, je vais aller voir ta communauté, je vais apprendre à savoir c'est quoi des Indiens. » Fait que là, 2-3 semaines après, le monsieur revenait, il dit « Ouais, j'étais avec mon Winnebago, là, son gros truck, là, puis j'ai passé dans ta réserve, là, puis là, il y a plein de vitres de cassées, il y a des affaires en carton ou en bois, il y a plein de chiens, il y a plein d'enfants dans la rue, c'est super pauvre. » Fait qu'il sortait de son voyage dans la réserve avec plus encore d'éléments négatifs. Mais s'ils venaient marcher avec nous, puis jaser avec nous autres pour de vrai, bien, ces non-autochtones-là apprendraient la richesse qu'on leur a donnée, puis la réconciliation ne deviendrait pas juste un thème, une idée, mais ça deviendrait une action. Donc, c'est un peu là, vers cette direction-là, j'aimerais nous amener. Donc, au niveau des constats personnels, je pense que je vais couper parce que moi, je pense que l'éducation, la valorisation de la culture sont très importantes pour réussir et amener les aînés aussi à communiquer avec les gens et aussi pour remettre la femme, le rôle de la femme dans les communautés. Je pense que la colonisation a détruit le rôle de la femme. Il faut redonner la place de la femme dans les communautés comme elle était avant. Et tolérance zéro pour la violence. On ne devrait plus tolérer la violence dans nos communautés. Donc, là, je vais parler, ça c'est la photo de la fin, c'est ma famille. Donc, Sophie Alice, celle qui a l'air Innu, là, mais qui ne l'est pas, c'est une Chinoise. Quand je me promenais dans le centre d'achat, quand j'étais jeune, ma fille dit « Ah, elle a l'air d'une Innu, puis ta fille, l'autre, où tu l'as adoptée? » Bon, Chloé, elle passait pour l'adopter, puis c'était le contraire. Et mon fils, Kabiel Xavier, et ma dernière, Cam Leshkous. Là, c'était une photo d'il y a un an. Ma fille est déjà devenue plus grande et plus... puis c'est toujours drôle quand je l'appelle Cam Leshkous. C'est comme je parlais à ma mère un peu, donc c'est un chemin de guérison pour moi. Et une photo de la fin, c'est le bâton de la marche. Et c'est le Shkometnog, donc je vous remercie beaucoup. Et le Tcheneshkometan, Innu, ça veut dire « je te donne une outarde à manger ». Anash Chemetan. Donc, on dirait, je veux te donner une hot dog à manger, c'est hot dog Chemetan. Puis, Tcheneshkometan, c'est. Ou les frites Chemetan. Vous savez, c'est quoi? Tcheneshkometan, c'est je te donne une outarde à manger. Et pour un chasseur, donner le fruit de sa chasse, c'est le bien le plus précieux. Mon grand-père, quand il donnait sa nourriture, il savait qu'il allait peut-être avoir faim. Si je donnais une breloque, ben je n'aurais pas faim, je n'aurais pas de conséquences. Et Tcheneshkometan, c'est un très vieux mot. Et même quand j'ai été dans le nord de l'Alberta, certains cris disaient ça encore. Tcheneshkometan, c'est un vieux mot qui précède le Miigwech. Donc, Tcheneshkometan, merci. Puis s'il y a des questions...